Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Profitez d'une promotion en allant sur nordvpn.com/bidouille avec le code BIDOUILLE. NordVPN est un service de VPN qui permet d'emprunter l'adresse IP d'un serveur quelque part dans le monde, le tout via une connexion sécurisée avec un très bon débit. Cela permet de créer une surcouche de sécurité pour une connexion depuis un Wi-Fi public par exemple, contourner le blocage géographique de certains services, etc. Plus de 5000 serveurs sont disponibles dans de nombreux pays, et c'est parmi les plus complets avec par exemple la possibilité d'utiliser Onion over VPN pour combiner Tor et un VPN, un mode peer-to-peer ou encore un kill switch, qui coupe l'accès internet à certaines applications si le VPN n'est pas activé. Le tout avec une interface simple et intuitive est dispo sur smartphone ou PC. Allez sur nordvpn.com/bidouille et utilisez le code BIDOUILLE pour soutenir mon travail et profiter d'une grosse promo sur 2 ans et un mois supplémentaire gratuit. Vous pouvez aussi tester le service pendant 30 jours avec la possibilité de vous faire rembourser. Et salut, amis bidouilleuses et bidouilleurs. L'été dernier, je me suis lancé un défi. Réussir à construire un bateau en manche à balai. Bon, le souci, c'est que ce qui devait être un petit projet à la cool pour les vacances est devenu un boulot de plusieurs semaines pour réussir à faire flotter ce truc. Mais ça a réussi, j'ai fabriqué le premier bateau en manche à balai de l'histoire. Enfin, j'espère que c'est le premier, parce que j'ai pas fait tout ça pour rien quand même. C'était une structure réalisée en tube de manche à balai en métal. Bon, j'ai vidé plusieurs supermarchés pour obtenir un petit stock de 100 manches à balai à peu près. Puis j'ai assemblé ça en m'inspirant des structures en treillis, le type de structure utilisée pour fabriquer certains ponts ou la tour Eiffel par exemple. Alors c'était une très belle construction, malheureusement pas très stable. Ça vous a plu, j'ai kiffé ce genre de défi à la con, j'ai donc décidé que je m'arrêterais pas en si bon chemin. La version 1 flottait mais n'était pas stable. La version 2 sera stable. Je m'y engage. Et après on passera à autre chose, parce que bon, les manches à balai, ça va bien 5 minutes. A l'origine, cette vidéo devait sortir en août, mais j'ai décalé parce que j'avais une grosse vidéo sur le feu. ITER, ça passe avant les bateaux. Désolé. Bref, en tout cas, c'est parti. Bon alors, pour le bateau V1, c'était... Oui, c'était pas stable. Il faut dire que quand j'ai conçu le bateau V1, j'y suis allé un peu à l'arrache. Et je suis passé à côté de 2-3 trucs, comme le concept de flottabilité. C'est juste ce qui permet au bateau de flotter et de rester stable, Une broutille, quoi. Enfin, je veux dire, pas la peine non plus... Alors, en quoi ça consiste ? Quand on place un objet dans l'eau, une partie de cet objet se retrouve immergée. Si on perçait un trou sur la coque pour y placer un manomètre, on s'apercevrait que la pression est plus faible proche du niveau de l'eau et plus importante quand on est tout en bas. Ça veut dire qu'il y a une certaine pression exercée sur l'objet. Cette pression dépend de la profondeur et de la densité du liquide. Si j'enfonce le cube dans l'eau, la pression sur la surface immergée va augmenter parce que la hauteur d'eau augmente. C'est le principe de la poussée d'Archimède. Le cube a aussi un certain poids représenté par un vecteur vers le sol qui part du centre de gravité. La pression sur la coque s'oppose à la gravité. Et en fonction de la répartition de l'eau sur la paroi, on peut définir un centre de flottaison. Alors je parle de centre de flottaison pour que ça soit plus clair, parce que normalement on parle de centre de carène. C'est le terme exact utilisé. La force que la flottaison oppose à la gravité est représentée par le vecteur bleu. Si elle est trop faible, la gravité gagne et le cube s'enfonce dans l'eau. Pour que le cube flotte à la surface, il faut donc que le poids soit égal à la flottabilité. Bon, c'est très basique, c'est juste un jeu de force. Bon, ça j'avais déjà réussi avec le bateau V1 vu que j'ai pas coulé. Donc c'est déjà ça, c'est déjà bien. Mais ça nous dit pas pourquoi il était pas stable et pourquoi il voulait se retourner au moindre coup de pagaie, ou de balai plutôt. Ce qui définit la stabilité d'un bateau, c'est sa capacité à vouloir se remettre droit quand il est penché. Imaginons un treuil au fond de l'eau qui tire sur un côté du cube pour le faire pencher. Le centre de flottabilité va changer de position car la répartition de l'eau sur la coque change. Cette capacité à se remettre droit est représentée par le bras de levier entre le centre de gravité et la droite prolongée du centre de flottabilité. C'est l'axe en rouge ici. Plus le bras de levier est long, plus le bateau résistera à la rotation et reviendra facilement en position droite. Ici, par exemple, la gravité tire vers le bas, logique, la flottabilité vers le haut. Si j'arrête de tirer le câble, le cube se redresse tout seul. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut établir un graphique qui représente la longueur du bras de levier en fonction de l'angle du bateau. Pour une coque cubique, la forme de la courbe ressemble à peu près à ça. Au passage, j'ai refait ces graphiques à partir d'un article en anglais très bien fait sur la stabilité des navires. Je vous mets le lien en description. Vous allez voir, c'est même interactif, vous pouvez changer les paramètres et tout, et ça bouge tout seul. Plus on fait pencher le cube, plus le bras de levier augmente, jusqu'à un point où la force nécessaire diminue. Il faut toujours tirer pour faire pencher le cube, mais moins fort. Le profil du bateau V1, c'était une sorte de cube, ou plus un rectangle, on va dire. Et si on regarde le profil de stabilité d'un rectangle, c'est pas trop mal. Pourtant, le bateau V1 était pas très stable, donc il y a un truc que j'ai pas pris en compte encore. Et ce truc, c'est ça. Très solide, le plancher du bateau V1 supportait mon poids sans problème. Mais le souci, c'est que une fois assis dans le bateau, j'étais trop haut.
C'est comme si je remontais les poids à l'intérieur du cube. Le centre de gravité monte avec. Sauf qu'on voit que le bras de levier diminue et au bout d'un moment finit par s'inverser. Ça veut dire que dans cette situation, le bateau voudra tout le temps se retourner car il n'est stable qu'à l'envers. Ce qui est quand même un peu con. On avait vite compris ça pendant les tests du bateau V1, j'avais d'ailleurs rempli le bateau d'eau pour abaisser le centre de gravité, il était un peu plus stable, mais un bateau rempli d'eau, c'est pas l'idéal, hein. On peut mieux faire, on va dire. La courbe de stabilité qu'on vient de voir peut être tracée pour n'importe quel type de navire. Ça, par exemple, c'est la courbe type d'un bateau qui va sur la mer. Cette courbe va changer en fonction de la forme de la coque ou s'il est plus ou moins lourd. Mais alors, pourquoi tous les bateaux n'ont pas la même forme de coque? Il suffirait d'utiliser le profil le plus stable. Eh bien parce que la forme d'une coque ne dépend pas uniquement de ses paramètres, ça serait trop facile. Il y a aussi la consommation énergétique du navire, par exemple, ou son tirant d'eau. En plus, en mer, on peut utiliser une quille, ce qui rajoute de la stabilité. Bon, utiliser une quille sur le gardon, sachant que l'été, la moitié de la rivière est à sec, c'est pas la meilleure solution, on va dire. Quand j'avais sorti la vidéo du bateau V1, certains d'entre vous m'avaient proposé d'utiliser un flotteur en plus, en m'inspirant des pirogues à balancier. Alors j'aurais pu essayer ça, vu que l'endroit où je fais mes tests est assez large, mais je trouvais que c'était pas une solution très élégante. Et surtout, j'avais peur de pas pouvoir manœuvrer facilement. Et il faut pouvoir manœuvrer parce que c'est une véritable autoroute à canoë cet endroit, mais vous allez vite le voir. En résumé, pour le bateau V2, il me fallait partir sur un profil de coque plus stable, et faire en sorte que je sois assis le plus bas possible pour baisser au max le centre de gravité. J'ai bien cherché des simulateurs pour essayer de calculer la stabilité du bateau sur mon ordinateur, mais c'est des outils trop compliqués et j'avais pas envie de passer une semaine à comprendre comment faire. Il me restait donc qu'une seule solution pour concevoir quelque chose de stable. T'as pris des plans sur internet? Pas exactement. En fait, j'ai acheté un bouquin avec les plans. Le voici, pour vous prouver que je suis pas un vilain pirate qui fait de la piraterie avec un VPN. J'ai choisi un canoë avec la forme la plus simple, le nymphe. 3 mètres de long, donc assez petit pour un canoë en bois et une forme très simple, ce qui rend la conception en manche à balai beaucoup plus facile. Ce qui est intéressant, c'est que le concepteur des plans fournit aussi les courbes de stabilité en fonction du poids qu'il y a à bord. Le nymphe est un canoë un peu plus stable par rapport à un kayak monoplace. Ça veut dire qu'il faut pas faire le fou avec, quoi. C'est plutôt pour aller sur un lac ou sur une rivière tranquille. C'est un bateau à la cool, un bateau chill, tout relax, si tu dis tout. Alors quand même, par précaution, j'ai quand même élargi le bateau et augmenté un petit peu la hauteur de la coque. En fait, j'ai tellement modifié le plan que j'aurais pu modéliser le bateau moi-même sans forcément acheter de plan à l'origine, mais bon. La structure du bateau est toujours faite en manches à balai reliées entre eux par des raccords imprimés en 3D. Pour faire tenir les tubes sur les raccords, j'ai utilisé les mêmes fixations que sur le bateau V1. D'ailleurs, en parlant de ça, l'idée du bateau V1, c'était d'utiliser le même type de raccord le plus possible, pour ne pas avoir à modéliser plein de raccords différents. Mais en fait, en pratique, quand j'ai fait la modélisation du bateau V1, je me suis rendu compte que je devais quand même fabriquer beaucoup de raccords spécifiques. Et ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Sur le bateau V2, j'ai changé complètement d'approche. Chaque raccord est unique, mais le bateau est parfaitement symétrique. J'ai juste à modéliser un quart de la coque et utiliser l'effet de symétrie pour concevoir une première moitié, puis la seconde. J'ai dessiné en 2D les tranches de la coque. On commence déjà à voir à quoi ça va ressembler. Puis j'ai juste relié les points entre eux. Une fois la forme de la coque en 3D fil de fer terminée, il faut passer à la modélisation. Et là, on va pas se mentir, c'est la partie la plus longue. Chaque raccord demande beaucoup de travail. Le pire étant ceux où beaucoup de tubes se rejoignent au même endroit. Par exemple, celui-là. Voilà, c'est à l'avant du bateau qui se situe, à l'avant et à l'arrière en symétrie, et on a 6 tubes qui se rejoignent dessus. C'est pas spécialement compliqué à modéliser, mais c'est surtout très long. Bref, après des nuits de boulot, j'arrive enfin au résultat final. Je lance l'impression 3D, j'ai essayé de réutiliser un maximum de manches de la V1, mais il me fallait aussi du manche neuf. Heureusement, j'avais déjà une petite réserve de manches à balai de la dernière fois. Faut toujours avoir du manche à balai chez soi en stock, ça peut toujours servir, on n'est jamais prudent. Un petit fagot de manche à balai, ça prend pas beaucoup de place en plus. Je suis allé au Fab Lab de Nîmes pour couper tout ça à la bonne longueur en utilisant la scie à ruban.
Et pour finir, une dernière modification par rapport à la V1, j'ai renforcé la structure avec du grillage fin, avant de la recouvrir avec une bâche pour faire les bassins dans les jardins. Ça rend quand même mieux que le vieux liner de piscine de la dernière fois. Quelques heures et des dizaines de Risland plus tard, ou tie wrap, ou Colson, ou collier de serrage, je suis en possession du seul bateau en manche à balai au monde. Oui, parce que l'ancien, je l'ai démonté depuis longtemps, j'ai pas la place. C'est donc en plein mois d'août, dans le Gard, à Colias, que j'ai pu faire les tests sur le Gardon. C'est cette rivière qui passe sous le pont du Gard, voilà. Comme ça, vous aurez appris au moins un truc dans cette vidéo. Et j'ai fait les tests au même endroit que les tests du bateau V1 l'année dernière. Parce que c'est le seul endroit où il y a de l'eau en plein été, en fait. Premier test de mise à l'eau, je garantis absolument rien parce qu'il y a déjà un truc qui s'est démonté quand on a amené le bateau jusqu'à la plage. Mais bon, là j'en peux plus, ça prend trop de place chez moi, il faut absolument s'en débarrasser, donc il faut le tester. Ça se trouve, ça va péter du premier coup, je m'en fous, il faut le tester. Alors, déjà, on va voir si ça flotte. Ça m'a l'air déjà beaucoup plus stable que le bateau précédent. L'eau est assez froide. Hein. Ah ouais, c'est beaucoup plus stable. Hein. Ça va être chaud. Hein. Putain! Ah! Putain, ça tient. Ça tient, bordel. Ça tient. On va faire un premier test pour voir. Parce que j'ai pas envie de tomber à la flotte, elle est assez froide. Ah ouais, c'est vachement plus stable quand on utilise un plan de canoë en fait. Hein. Bonjour. Ah ouais, c'est un bateau en manche à balai. Voilà. Et le balai, ça bah non, enfin je pense que c'est beaucoup moins efficace qu'une pagaie quand même. Et ben ça marche vachement mieux que l'autre. C'est beaucoup plus stable. Là je peux faire comme ça et sur l'autre bateau bah, je tombais direct parce que le centre de gravité était au-dessus du centre de flottaison. Et là bah, je suis beaucoup plus bas donc ça tient. Et la structure a l'air de tenir. Je pense que c'est aussi parce que j'ai mis du grillage pour renforcer un peu plus. Mais en tout cas, on a quelque chose qui a l'air de marcher plutôt bien. Ça a parfaitement bien fonctionné, même mieux que ceux que j'espérais. En fait, à la base, je voulais faire tout le trajet que les touristes font en canoë. Tous les gens qu'on a vu passer là vont jusqu'au pont du Gard, qui est à quelques heures de descente depuis Colias. Mais bon, j'avais pas trop confiance, le bateau est en bâche, alors si j'avais frotté, j'aurais pu avoir des fuites, le bateau aurait pu prendre l'eau, etc. En fait, il aurait fallu que quelqu'un me suive dans un vrai canoë au cas où il y aurait eu un pépin. Comme ça, il aurait pu me récupérer. Une sorte de canoë balai. En tout cas, ça m'a bien donné envie de fabriquer un vrai canoë en bois. Pour faire des petites descentes en famille, ça peut être vraiment cool. Un jour, quand j'aurai la place, je fabriquerai mon propre bateau en bois. Un jour. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à une prochaine, amis bidouilleuses et bidouilleurs. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si ça vous a plu. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne avec les dons, que ce soit sur Tipeee ou sur Utip. Allez, salut!